Bonjour et bienvenue pour de nouvelles révélations. Aujourd'hui, la supercherie des stress tests bancaires de la Banque centrale européenne. Coûts, mensonges et échecs. Les stress tests bancaires de la Banque centrale européenne sont supposés protéger le système bancaire européen, mais ils ne mesurent pas les véritables risques systémiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement l'échec des tests, mais aussi les risques monumentaux posés par des banques trop grandes pour échouer, comme la BNP Paribas et la Société Générale. Nous parlerons aussi du shadow banking, du système bancaire fractionnaire, des swaps et des produits dérivés, qui créent une instabilité cachée dans le système financier. Ces éléments sont souvent absents des stress tests, mais ils représentent une menace bien plus grande pour l'économie mondiale. Comme toujours, voici les références de cette analyse. Les stress tests bancaires de la BCE sont présentés comme un outil indispensable pour garantir la stabilité du système bancaire européen, mais leur coût soulève de nombreuses questions. Ces audits impliquent non seulement des coûts directs pour les banques, mais aussi pour les contribuables européens. Les banques doivent préparer des rapports détaillés et des simulations complexes, nécessitant des investissements importants dans des systèmes informatiques et des équipes dédiées pour réaliser les tests. Ces efforts sont souvent accompagnés de la création de modèles économiques complexes, de simulations de pertes et de l'analyse de scénarios de crise. Ce processus peut durer plusieurs mois, et les coûts directs pour chaque banque peuvent atteindre plusieurs millions d'euros, sans compter les pertes liées à l'opportunité de réaffecter ces ressources ailleurs. Les tests sont financés par les régulateurs européens, qui incluent la BCE et l'Autorité bancaire européenne. Leur programme de régulation, bien que justifié par l'idée de garantir la stabilité du secteur, représente également un coût indirect pour les contribuables. En cas de crise, comme avec Crédit Suisse, c'est bien souvent l'État qui doit intervenir pour sauver les banques jugées trop importantes pour échouer, ce qui peut coûter des milliards d'euros en aide d'urgence. Malgré ces dépenses massives, les résultats de ces tests sont parfois loin d'être concluants. Comme le montre l'exemple de Crédit Suisse, les banques peuvent passer avec succès un test de stress tout en s'effondrant quelques mois plus tard. L'argent dépensé pour effectuer ces tests ne semble donc pas toujours justifié. Les tests ne prennent pas en compte des facteurs qualitatifs comme la réputation, la confiance des investisseurs ou encore les problèmes internes à la banque. La BCE, tout comme d'autres régulateurs européens, s'est toujours félicité de l'efficacité de ces stress tests. Chaque année, les banques qui réussissent ces tests sont présentées comme résilientes, mais la réalité est souvent bien différente. En effet, un certain nombre de mensonges et de propagande sont véhiculés pour maintenir une image de stabilité, même lorsque la réalité est bien plus complexe. Les résultats des tests sont souvent diffusés sous forme de communiqués de presse pleins de déclarations rassurantes, comme sur LinkedIn notamment, mettant en avant la solidité des banques européennes. Ces déclarations ont pour but de maintenir la confiance du public et de calmer les marchés financiers. Mais derrière cette façade, ces tests ne mesurent qu'une petite partie de la réalité bancaire. Comme nous l'avons vu, les stress tests ne mesurent pas les risques systémiques ni les problèmes internes d'une banque. Par exemple, Crédit Suisse, bien que jugé solvable par la BCE, a sombré sous le poids des scandales internes, de la mauvaise gestion des risques et de l'énorme perte de confiance de ses clients et investisseurs. Ces éléments sont des facteurs essentiels dans la chute d'une banque, mais ils ne sont ni mesurés ni pris en compte dans les tests de résistance de la BCE. Un autre mensonge majeur est que les banques sont prêtes à résister à n'importe quelle crise grâce à leurs résultats des stress tests. Pourtant, comme l'a montré la crise de Crédit Suisse, ces tests ne tiennent pas compte de l'agilité des banques à faire face à des situations imprévues. Les crises de réputation, les scandales de fraude et la perte de confiance des investisseurs sont des facteurs qui n'apparaissent jamais dans les scénarios de crise utilisés pour les tests. La BCE continue de répéter que ces tests sont efficaces, mais chaque crise met en évidence qu'ils sont loin de prévoir des risques aussi complexes et rapides que ceux rencontrés par Crédit Suisse. Après l'effondrement de Crédit Suisse, la BCE a continué de défendre ses stress tests, affirmant qu'ils étaient toujours un outil précieux pour assurer la stabilité du système bancaire. Mais pourquoi persister dans une méthode qui montre des failles aussi évidentes ? La BCE, comme d'autres régulateurs, est souvent réticente à reconnaître que ces méthodes sont obsolètes.
En admettant qu'ils sont inefficaces, cela pourrait remettre en cause l'ensemble de leur système de régulation et affecter leur crédibilité. La BCE préfère donc minimiser l'échec de ces tests et continuer de les promouvoir comme un succès, même lorsque des événements imprévus montrent que leur efficacité est mise en doute. Remettre en question l'efficacité des stress tests serait un coup dur pour la réputation de l'Europe et pour l'image des banques européennes. Cela pourrait entraîner une panique générale et une perte de confiance dans le système bancaire. Les décideurs politiques préfèrent donc jouer la carte de la sécurité en continuant de présenter ces tests comme efficaces, même si la réalité semble leur échapper. Le système bancaire traditionnel, bien qu'important, est loin d'être l'unique source de risque pour l'économie mondiale. Des pratiques telles que le shadow banking, le système bancaire fractionnaire, et les produits dérivés créent un réseau d'interdépendance qui, s'il s'effondre, pourrait entraîner une crise bien plus profonde que ce que les tests actuels prévoient. Le shadow banking désigne l'ensemble des institutions financières non bancaires qui échappent aux régulations bancaires classiques, mais qui jouent un rôle majeur dans le financement des entreprises et des consommateurs. Le shadow banking représente un secteur financier mondial estimé à 52 000 milliards de dollars, soit 60% du PIB mondial. Cela inclut des entités comme les hedge funds, les fonds de pension, les sociétés d'investissement et les fonds monétaires. Ces acteurs échappent largement aux régulations de la BCE et de la Federal Reserve, ce qui les rend extrêmement vulnérables à des crises de liquidité. Le marché du shadow banking est globalement plus vaste que celui du système bancaire traditionnel en termes de financement et représente près de 35% du total des actifs financiers mondiaux, selon un rapport du Fonds monétaire international de 2021. Les hedge funds et fonds de private equity investissent dans des actifs risqués, créant ainsi des interdépendances avec les banques traditionnelles. En cas de crise, leur exposition aux actifs risqués peut entraîner des liquidations massives, affectant l'ensemble du système financier. Par exemple, en 2008, le fonds spéculatif américain Long Term Capital Management a failli provoquer une panique systémique en raison de sa taille et de ses engagements dans le shadow banking. Le système bancaire fractionnaire est basé sur le principe que les banques ne sont pas obligées de conserver 100% des dépôts sous forme de liquidité. Elles n'en conservent généralement qu'une fraction et prêtent le reste, créant ainsi de l'argent supplémentaire par le biais du crédit. Les banques de la zone euro ont un ratio de réserve obligatoire de seulement 1%, ce qui signifie qu'elles peuvent prêter jusqu'à 99% des fonds déposés. Cette pratique expose les banques à des risques importants en cas de panique bancaire. Les swaps et autres produits dérivés sont des instruments financiers complexes utilisés par des banques comme BNP Paribas, Société Générale ou Deutsche Bank. En 2021, le marché des produits dérivés représentait environ 640 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale, selon la Banque des règlements internationaux. Les swaps de taux d'intérêt, les swaps de défaut de crédit et les produits dérivés liés aux matières premières sont utilisés pour spéculer sur des mouvements de marché. Ces instruments peuvent amplifier le risque en cas de défaillance d'un acteur majeur, car ils créent des engagements financiers interconnectés et difficiles à évaluer. Les swaps ont été au cœur de la crise financière de 2008. Les CDS, Credit Default Swap, utilisés par des banques comme AIG pour se couvrir contre le risque de défaut de crédit, ont entraîné une exposition massive aux actifs toxiques, ce qui a provoqué une panique mondiale lorsque ces produits ont été jugés illiquides et risqués. Les swaps et autres dérivés sont souvent exemptés de régulations strictes et échappent à la surveillance des autorités financières. Cela signifie qu'en cas de choc de liquidité, ces instruments peuvent entraîner des pertes colossales. Les contribuables et les clients des banques sont ceux qui paient le plus lourd tribut lorsque ces tests échouent. Les interventions d'urgence, comme celle de la Banque nationale suisse pour sauver Crédit Suisse, coûtent souvent des milliards d'euros. Ces fonds publics sont utilisés pour protéger des institutions qui, sur le papier, auraient dû être suffisamment solides pour ne pas avoir besoin d'une aide publique. Les clients de Crédit Suisse ont également été gravement affectés, perdant une grande partie de leurs investissements ou faisant face à une instabilité financière importante. Les petites et moyennes entreprises, qui dépendent de la stabilité des grandes banques pour leurs crédits, peuvent également être prises dans la tourmente. En fin de compte, la société dans son ensemble paie les conséquences des failles de régulation. L'échec des tests de la BCE,
symbolisée par la chute de Crédit Suisse, montre qu'il est temps de repenser le système de régulation bancaire en Europe. Les tests actuels sont trop basés sur des scénarios classiques et ne prennent pas en compte des risques systémiques réels, comme la perte de confiance ou les crises internes. Le coût exorbitant de ces tests, ainsi que les mensonges véhiculés pour maintenir l'illusion de stabilité, soulignent l'urgence d'une réforme radicale de la régulation bancaire. Il est clair qu'une réforme en profondeur est nécessaire pour protéger réellement l'économie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et partagez cette vidéo si vous pensez qu'il est temps de repenser notre régulation bancaire. À bientôt pour de nouvelles révélations.